Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 16e étape de la Vuelta. Étape qui va un petit peu rester dans les annales, surtout pour nos amis belges, parce que là la journée n'a pas été excellente pour eux. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette étape. Coureur au top, bonnet d'âne, les différents classements aussi, puis le résumé de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est qui vous avez aimé, qui vous n'avez pas aimé sur cette étape, ce que vous avez pensé du gros événement de la journée, mais on y reviendra au moment venu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, plus ça permet de mettre les vidéos en avant et ça permet d'aider à l'amélioration de la chaîne, à la progression de la chaîne sur YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite. Étape numéro 16, un lendemain de journée de repos, c'est toujours compliqué la remise en route, surtout que là le temps était maussade, avec un petit peu de pluie, encore une fois du brouillard sur les sommets. C'était pas une étape facile pour redémarrer, avec les Lagos de Covadonga, mais deux autres côtes également au programme de cette étape. Donc c'était une journée pas évidente pour une reprise, et puis surtout en début de troisième semaine, ça commence à être dur, les jambes piquent. Tom Paco et Scottson abandonnent ce matin de la Vuelta, ils n'ont pas pris le départ de la course. Des premières attaques assez vite, notamment du côté de la Soudal Quick-Step avec Louis Vervaeke, mais on va avoir beaucoup d'attaques. À 179 km de l'arrivée, on a un groupe avec Harold Terrada. Et premier accident, première chute à 178 km de l'arrivée avec Zana, Van Aert et Laurens Huys. Les trois tombent alors qu'ils voulaient plutôt prendre les échappées depuis le début d'étape. Mais ils arriveront à revenir sur leur vélo. Alors chute, je ne sais pas où elle se situait, mais il semblerait que cette première chute était très proche du lieu de la deuxième chute selon Jackie Durand. À 174 km de l'arrivée, c'est Terrada qui est repris. Et à ce moment-là, attaque de Pablo Castrillo. On a également une attaque de Jack Haig à 172 km de l'arrivée. Mais tout cela n'arrive toujours pas à creuser. Et on a une attaque de Jay Vine à 166 km de l'arrivée avant un premier groupe qui va réussir à sortir à 161 km de l'arrivée avec Del Toro, Brandon Riviera. Nous avons Kasper Pedersen, Goggenhardt, Dance. Nous avons Doul, nous avons Jack Haig, nous avons Max Poole, Bittner qui sont rejoints par Torsten Tranen, McNulty, Engelhardt notamment, mais ce groupe-là est repris. Au même moment, vous avez Vervaeke et Solé qui décident d'attaquer à 148 km de l'arrivée. Nous avons la bonne échappée du jour qui arrive à s'en aller avec Riccitello, avec Max Poole, avec Solé, Le Serre, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas dire le F, son père ne veut pas qu'on dise le F. Van Aert, Del Toro, Zana, Gugelmi, Teusveld, Frigo, Vine, Rafferty. Nous avons également Milesevic, Engelhardt et Lascano. Ils sont rejoints une quinzaine de kilomètres après par Moniquet et Izaguirre à 134 km de l'arrivée précisément. Cette échappée qui va tout de suite prendre de l'avance à 105 km de l'arrivée. Le peloton est à 10 minutes 10. Au même moment, nous sommes dans le Mirador del Fito et Jevine décide d'attaquer, mais c'est Wout van Aert qui prend les points au sommet face au coureur australien. Et Van Aert qui va continuer son effort pendant une bonne quinzaine de kilomètres, car à 92 km d'arrivée, il a 50 secondes d'avance sur les poursuivants. Et le peloton est à 9 minutes 35, ça commence à rouler un petit peu. On a la Soudal, la Movistar, Decathlon aussi de temps en temps qui roule. À 76 km de l'arrivée, Van Aert est repris par le groupe G2. Et à 62 km de l'arrivée, Lascano est lâché de l'échappée et Movistar roule dans le Collada Lamena. Et on se dit à ce moment-là, tiens, on refait redescendre Lascano, il y a peut-être une idée derrière la tête. Et il y a une idée derrière l'attaque parce qu'à 57 km de l'arrivée dans cette montée, c'est Enric Mas qui attaque pour tester, mais Roglic suit et contre de Landa, mais derrière tout rentre dans l'ordre. On se retrouve à avoir 17-20 coureurs du côté du peloton des
leader des favoris pour la victoire finale. Du côté de Madrid, à 56 km de l'arrivée, c'est Van Aert qui passe en tête du Collada Lamena. Et quelques kilomètres après, deuxième accident pour Van Aert qui tombe avec Del Toro et Engelhard. Del Toro repart assez vite, mais Engelhard met plus de temps. Et Van Aert met beaucoup de temps à repartir. Il semble sonner, il a mal au genou. Il remonte sur le vélo. Et à partir de ce moment-là, on aura assez peu d'informations jusqu'à son abandon à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. C'est vraiment la déception pour les fans belges, je pense. L'incompréhension même pour certains avec cette nouvelle chute de Van Aert, cette nouvelle chute pour un coureur de la Visma Diesebike. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. À 20 km de l'arrivée, le groupe de tête a encore 6 minutes d'avance sur le peloton. Ça devrait plutôt le faire pour la victoire finale si on ne se regarde pas trop. 5 minutes 47 à 11 km de l'arrivée. Et le premier à lancer les hostilités, c'est Frigo qui va partir avec Zana, Poul et Del Toro. Riccitello n'arrivera pas à suivre. Et puis ensuite, Movistar accélère dans le peloton. Attaque de Landa à 6 km 900. Et ensuite, dans l'échappée, c'est Soler qui attaque, suivi par Max Poul quasiment au même moment. C'est-à-dire à 6 km 900 de l'arrivée. À chaque fois, c'est le kilométrage pour l'échappée. Zana, lui, est lâché. Mas accélère de nouveau. Et ça va faire très mal à Landa. Au final, il y a Carapaz qui suit et Roglic qui est un petit peu distancé dans un groupe avec David Gaudu, mais qui arrivera à revenir ensuite. Soler attaque, Poul n'arrive pas à suivre, il s'envole vers la victoire finale. Et de l'autre côté, Enric Mas, lui, décide d'attaquer une nouvelle fois, mais Roglic arrive à revenir accompagné par Carapaz. Les trois arriveront ensemble du côté de cette étape. Note de cette journée, j'ai oublié de dire, Ben O'Connor, lui à ce moment-là, était déjà lâché et il va perdre beaucoup de temps. Il n'a plus que 5 secondes d'avance au général. J'ai oublié d'en parler, j'ai oublié de le noter dans mon petit résumé à l'écrit. J'étais encore sous le choc de l'abandon de Van Aert. Note de l'étape, j'ai mis 16 sur 20. Pourquoi 16 sur 20? On a déjà une belle journée. C'est une belle journée à l'avant. Ça prend encore du temps pour faire l'échappée et puis on a une belle échappée. Il y a une belle bagarre en plus dans cette échappée. Il y a la bagarre pour le maillot de la montagne aussi. Il y a la bagarre pour le général qui ne se déclenche pas dans la dernière difficulté du jour comme je pensais que ça allait se passer. Donc ça c'est très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une étape qui fera date, qui restera dans les mémoires avec l'abandon de Van Aert, ça c'est sûr, mais aussi avec toujours cette bagarre pour le général qui n'est absolument pas décantée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a lancé les grosses hostilités aujourd'hui, mais tout le monde est encore extrêmement proche et ça veut dire qu'on va avoir encore une sacrée bagarre dans les jours à venir. Donc pour moi c'est un bon 16 sur 20, on a une belle bagarre dans l'échappée, voilà, mais ça vaut pas un 18, ça vaut pas un 19. Pour moi ça vaut un 16 sur 20. J'ai passé un bon moment sur cette étape, mais il y a des étapes que j'ai trouvées meilleures sur cette Vuelta. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top pour cette journée. Eh bien, je commence tout de suite avec Marc Soler. Ça fait du bien pour Marc Soler parce que c'est un coureur qui est généreux dans l'effort. Souvent trop généreux dans l'effort et c'est vrai que souvent il se fait contrer. C'est un coureur qui a souvent perdu des étapes parce qu'il a explosé complètement. Pas forcément parce que c'était pas le plus fort, mais souvent parce qu'il montrait longtemps à l'avance qu'il était très fort et que sa gestion de l'effort n'est pas la meilleure. Soler. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, chez UAE, il a souvent un rôle d'équipier, mais un équipier important. C'est vrai que chez UAE, il a un rôle qui est toujours, même si c'est pas forcément le dernier coureur à accompagner ses leaders, il a un rôle presque de capitaine de route, mais un rôle très très important dans la structure en ce moment, Marc Soler. Et là aujourd'hui, c'est vrai que je le vois dans l'échappée, je me dis bon déjà dans quel état physique il est, parce qu'on l'a vu quand même dans énormément d'échappées sur cette Vuelta. Et ça, je me disais bon bah physiquement, voilà, c'était un peu mon inquiétude, même si je l'avais mis parmi mes favoris.
pour cette étape. Hein. J'avais mis Solé, Dunbar, Terrada et Parra. J'ai encore eu le nez fin sur cette journée, ce qui n'arrive pas tous les jours. Mais je me disais quand même, au fond de moi, comment il va être physiquement. Parce qu'il est tellement dans les offensives, il a dû prendre au moins 5-6 échappées depuis le début de la Vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 échappées, voilà, c'est sa 5e, plus le travail quand même les premiers jours pour protéger ses leaders, même si ça est tombé assez vite. Hein, mais voilà, 5 échappées, ça a commencé lors de l'étape 9 à Grenade, il commence à les accumuler. C'est vrai que je me disais, bon, comment il va tenir la cadence, parce que certes, c'est un coureur qui est hyper talentueux, c'est un coureur qui a quand même gagné le Tour de l'Avenir en 2015, mais c'est un coureur qui, encore une fois, dans la gestion de l'effort, n'est pas exempt de tout reproche du côté de Marc Solé. Et là, aujourd'hui, il a presque été discret sur cette étape, parce que c'est plutôt Gevine qui a tenté de prendre les points pour le classement de la montagne et qui a fait beaucoup d'efforts. Lui, il s'est un peu caché derrière ça. C'est-à-dire que je travaille un peu pour Gevine, il a fait du job pour Gevine, mais je suis plus dans un rôle de soutien pour Gevine. C'est Gevine qui va faire l'animateur de l'étape. On l'a vu à quelques fois emmener fortement cette échappée, mais beaucoup plus discret que sur d'autres étapes où il faisait beaucoup de travail et parfois il se faisait avoir dans le final de l'étape. Et ensuite, Marc Solé, sur la fin, jusqu'à 5 bandes de l'arrivée, il est très discret. Enfin, 5-6 km de l'arrivée. Jusqu'à son accélération, où c'est lui qui va faire la première sélection, Marc Solé. Jusqu'à ce moment-là, il est discret. Et il fait l'accélération au bon moment. Et c'est là où on comprend déjà qu'il est costaud. Mais il y a Max Poole. Et Max Poole, c'est un peu la même situation que Marc Solé. Dans beaucoup d'échappées, il s'est un peu raté en plus face à Castrillo lors de la première victoire de Pablo Castrillo. Donc c'est vrai qu'il est aussi revanchard, Max Poole. Sauf que là, Solé, il accélère. Parce que Solé, de base, il a des bonnes qualités de punch. Il a des bonnes qualités de punch. Et c'est vrai que Max Poole, là, l'expérience a primé sur la jeunesse. Même s'il est bon également dans cet exercice-là, Solé, je me souviens sur Paris-Nice, quand il gagne Paris-Nice, le mec, il arrive à faire des différences qui sont assez dingues. Et là, je me suis dit, là, Solé, c'est bon, c'est parti. Il ne le reverra pas parce qu'il est vraiment trop fort. Mais ça fait du bien de voir Marc Solé vainqueur. C'est pas un mec qui gagne beaucoup, il a 7 victoires dans sa carrière. Dans ces 7 victoires, il y a 3 étapes sur la Vuelta, qui est le seul grand tour presque qui lui réussit. Il y a Paris-Nice, il y a Polancha-Andratx, il y a une étape du Tour de Romandie, le Tour de l'Avenir en 2015 et la Route du Sud. Alors, je vais pas vous mentir, moi c'est vrai que Marc Solé, quand je l'ai vu arriver chez les pros, pour moi c'était un mec qui jouait le général. Et aujourd'hui, c'est un mec qui joue pas véritablement le général des grandes courses. Il a un rôle d'équipier. C'est vrai que moi je pensais quand il est arrivé chez les professionnels. Mais je me souviens, son Paris-Nice, notamment en 2018, je m'en souviens très bien. Et là je me dis, putain, c'est le mec qui va être le nouveau coureur espagnol. À ce moment-là, on était déjà dans l'après-Valverde. Et là je me dis, putain, le mec gagne Paris-Nice. C'est du solide, c'est pas un Paris-Nice si facile que ça, en plus qui remporte. Et je me dis, putain, il a réussi à tenir la dragée haute. Dans ce Paris-Nice là, il y a Contador encore. Il y a du beau monde en 2018 encore sur non, il n'y a pas Contador. Mais c'est Simon Yates, c'est face à Simon Yates qui gagne pour 4 secondes, mais il y a quand même du beau monde sur cette course-là. En plus, on renverse la course sur la fin. Je me souviens, avec ce petit groupe qui arrive à partir. Oui, non, c'était De La Cruz et Omar Fraile. Je pensais que c'était d'autres coureurs espagnols. Mais il est super solide cette année-là. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est le nouveau peut-être Valverde. Contador aussi était... il venait de prendre sa retraite. Voilà, il avait pris sa retraite quelques mois auparavant. Donc on était dans une situation où l'Espagne n'avait pas forcément des grands leaders et où on cherchait un petit peu les coureurs qui pourraient être l'avenir de cette équipe espagnole et de cette nation, surtout espagnole.
Et c'est vrai que il a réussi en quelques années à s'imposer comme équipier, mais pas comme leader. Ça a toujours été un petit peu ma déception. Mais c'est vrai que quand vous regardez les coureurs qu'il avait battus, il bat Jack Haig. Bon, Jack Haig, on ne peut pas dire que il nous a marqué plus que ça par son statut de leader. Bon, il a battu un coureur russe qui s'appelait Matvei Mamikin, qui n'a pas fait une grande carrière. Il est passé chez Burgos que dans des équipes continentales. C'est pas un coureur qui a été vraiment remarquable en termes de palmarès. Bon, Sam Oomen, on ne peut pas dire qu'il nous a émerveillé. Pétilly non plus. Alors, il y a Ciccone de cette génération-là. Il y a de plus qu'un bon équipier. Il y avait Henao qui a vraiment disparu. Guillaume Martin qui faisait 10e. Mais bon, il y avait Daniel Felipe Martinez aussi. Il y avait Mühlberger, Christian Hocking. Mais c'est des coureurs qui n'ont pas forcément aujourd'hui un statut de leader quand tu regardes tous ces coureurs-là. Oui, Sébastien Henao, par exemple, il a disparu. Il a pris sa retraite. Et, assez jeune là aussi, Sébastien Henao. Il avait eu des problèmes de genoux, je crois me rappeler, comme coureur. Mais c'est des coureurs qui se sont tous pas vraiment révélés au haut niveau. Et c'est vrai que Marc Solé a ce statut d'équipier, comme d'autres coureurs. Mais c'est vrai que quand on le voyait, on se disait pas tout de suite ça serait un équipier. Et bon, voilà, après, c'est comme ça, des fois, comment dire, vous avez une carrière qui n'est pas toujours évidente, des fois, il y a des choix. C'est vrai que Marc Solé aurait peut-être été leader dans d'autres formations que la UAE, mais même chez Movistar, de toute manière, il avait quand même du mal à s'imposer en tant que leader chez Movistar. Et je pense que tout simplement, il n'avait pas les carrures, l'enjeu pour être leader, mais c'est un très bon baroudeur, c'est un très bon équipier, tout simplement. Marc Solé, et c'est pas de toute façon, vous le voyez, chez UAE, il est chez UAE depuis 2022, voilà, Marc Solé. Donc depuis 2022, il a été équipier sur le Tour de France, sur la Volta. À chaque fois, il y avait des leaders avec lui. Donc c'est quelque chose d'important. Il a toujours, depuis qu'il est chez UAE, il a un rôle d'équipier, mais il fait toujours des bonnes saisons, vous le voyez, il est dans le top entre 100 et 150e coureur mondial sur les 3 dernières années, et il fait un super travail d'équipier. Mais c'est intéressant parce que encore une fois, l'énergie qu'il a mis dans cette Vuelta, c'est récompensé au bout d'un moment, ça fait plaisir, voilà. Bon, les animateurs, des fois, c'est chiant parce qu'ils n'ont pas toujours les bonnes stratégies, mais quand ça va au bout, bien souvent, ça fait des belles choses. Et moi, je suis très content pour lui. David Gaudu, on parlait des revenants hier dans le débrief, dans le bilan de la deuxième semaine, qui est arrivé tard parce que je me suis mal démerdé hier. Donc, je l'ai enregistré tard, tout est arrivé tard. Je m'en excuse, parce que c'est vrai que certains attendaient cette vidéo, ils l'ont peut-être attendu longtemps, elle est arrivée, je crois, à 22h30. Mais j'ai enregistré tard, Luplo, tout ça, ça va pas très vite par chez moi, et j'ai dû enregistrer en plus en 2 parties. Mais j'avais parlé des revenants, et on voit que sur cette étape-là, les revenants ont été présents, parce que Gaudu, il fait 13, donc avec Skelmose, les deux finissent à 6 secondes, quand même 6-7 secondes des mètres de devant, et Sepkus, il finit 17ème, mais à 4,09, c'est-à-dire qu'il finit à moins de 20 secondes de Henrik Mas. Ça a été encore une bonne journée pour ces coureurs-là qui ont encore une fois démarré piano et qui en ce moment sont vraiment bien. Alors c'est fort quand même du côté de Gaudu, c'est qu'il tient quand même la roue de Roglic. Il n'a pas hésité à suivre Roglic parce que Gaudu c'est souvent un coureur quand même qui aime bien rester dans son rythme, aime pas trop suivre les adversaires. Donc ça veut dire qu'il a suivi Roglic, il a tenu pendant très longtemps la roue de Roglic, même si aujourd'hui c'était peut-être pas du super grand Roglic. Et il a tenu très longtemps, il fait 13ème de cette étape, ça apporte encore quelques points UCI, en plus 13ème, c'est 10 points UCI, mais bon, on va pas cracher dessus du côté de la Groupama, et puis il est 6ème du général. Ça, c'est la bonne affaire du jour, parce que Lipovic a perdu du temps. Ça va être intéressant de voir comment il va finir, parce qu'il est quand même à 71 jours de course désormais, donc c'est ça commence à faire beaucoup. Mais c'est un coureur qui a déjà été performant sur la Volta, donc après avoir fait un Tour de France, c'est un coureur en plus qui sait enchaîner
des deux grandes compétitions, qui ne l'a pas fait ces derniers temps, mais qui l'a déjà fait dans sa carrière, d'enchaîner deux grands tours. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur cette Vuelta, mais bon, pour le moment, il est en forme. Le temps, en plus, c'est pas trop chaud. Je dirais que pour Gaudu, c'est plutôt pas mal. C'est pas forcément le pire coureur dans la chaleur, mais bon, c'est pas forcément un truc qui l'affectionne plus que ça. Et là, il tient vraiment très très bien la cadence de ses adversaires, donc on va voir comment ça va faire. Bon, il est un peu esselé dès que ça grimpe, surtout qu'il n'y a plus Rémi Rochas là, mais pour l'instant, il fait du très très bon boulot sur cette Vuelta, donc on espère que ça continue, voilà, pour David Gaudu. Puis pourquoi pas un top 5, hein, parce que encore une fois, le top 5 c'est Landa, il y a une 30. Donc une 30 c'est récupérable. Surtout que Gaudu, sur 24 km, alors c'est pas le meilleur coureur de contre-la-montre Gaudu, mais face à un Landa, il est peut-être quand même capable de récupérer 40-45 secondes. Hein. Donc si l'écart se réduit à ces valeurs-là, Landa devra se méfier. Il est meilleur en chrono que Landa et Carapaz, hein, Gaudu. Donc il faudra faire attention à lui quand même, hein, pour entrer dans le top 5. Même si c'est vrai que Skelmose à 12 secondes, c'est pas top quand même, hein, pour David Gaudu, parce que voilà, il y a des coureurs qui sont derrière, très proches. Lipovic, c'est pas encore complètement largué non plus, donc mais Landa et Carapaz, va pas falloir qu'ils s'écroulent. Et puis Landa aujourd'hui, il a quand même montré des signes de moins bien, le coureur espagnol. Et puis je termine avec Enric Mas. L'étape d'Enric Mas, moi je lui avais reproché de ne pas avoir tenté grand chose jusqu'à maintenant. Enric Mas, là aujourd'hui il a tenté des choses, ça n'a pas marché face à Roglic, mais Roglic a quand même pas été impérial, hein, dans la roue d'Enric Mas. Il faudra retenter sa chance. Alors demain et après-demain, ce ne sont pas des journées où on va faire des gros écarts du côté du général. Par contre, vendredi, samedi, faudra harceler Roglic. Ça sera l'option de la Movistar, rouler extrêmement fort et harceler Roglic, parce qu'il peut craquer. Et que là, il a encore montré des signes de je suis pas si exceptionnel que ça. Alors oui, il arrive à tenir à la fin la cadence d'Enric Mas, mais c'était pas incroyable, hein, de la part de Roglic. Donc ouais, c'est le coureur qui semble très fort, Mas. Après, il va falloir oser. Il va falloir oser tout perdre du côté d'Enric Mas. C'est ça la grande interrogation, mais là pour le moment, il me semble fort. Après, les écarts, encore une fois, sont extrêmement réduits, hein. Quand vous regardez le top 10, le top 10 se tient en 5 minutes, hein. Sivakov, il est à 5,19, hein. Lipovic, il est à 4,27. Donc c'est extrêmement resserré. Mais Mas, il est toujours à une 20 de Roglic. Il sait que s'il veut battre Roglic, il faut qu'il reprenne du temps, forcément. Il faut qu'il y ait du temps d'avance avant le contre-la-montre. Donc va falloir charger maintenant. Va falloir attaquer. Bon, après, on verra ce que ça donne. Mais je trouve aujourd'hui, il a tenté des choses. L'équipe Movistar, en termes de stratégie, a tenté des choses aujourd'hui. Alors tout n'était pas parfait, loin de là. Mais j'ai trouvé une équipe offensive qui ne s'est pas contentée de rouler. Et ensuite, de ne pas faire d'attaque et d'attendre que les autres fassent quelque chose. Non, ils ont été offensifs aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, Van Aert. Alors, je mets Van Aert, je ne peux pas le mettre au top, vu qu'il abandonne. Voilà. Ça, Van Aert, bonnet d'âne, certains considèrent que bonnet d'âne, ça veut dire que je chie à la gueule les coureurs. Pas du tout, ça veut juste dire que quand tu es bonnet d'âne, tu es au fond de la classe. Et là, aujourd'hui, en termes de résultats, Van Aert est au fond de la classe. Alors oui, c'est une chute, mais encore une fois, pour moi, les chutes, au bout d'un moment, c'est pas toujours de la malchance. En plus, je suis pas forcément partisan de cette idée que la chute, c'est forcément de la malchance. Et là, dans le cas de Van Aert, je me dis quand même, c'est la combienième chute chez Visma depuis le début de saison. J'ai l'impression, depuis le début de l'année, je ne vois que des chutes avec la Visma Leasebike. Laporte sur le Giro, on en a eu encore sur les 3 grands tours, on a eu des chutes avec les Visma. J'ai l'impression que en World Tour, dans les équipes World Tour, j'ai l'impression qu'il y a au moins 30% des chutes, ce sont des Visma. C'est ça qui est assez bizarre. Je veux bien qu'une fois, 2 fois, ça soit de la malchance.
quand ça se répète, c'est plus de la malchance. Et alors, je n'ai pas de preuves, mais je pense que vraiment, il y a un problème au niveau adhérence des vélos. Parce que c'est incroyable comment ils tombent facilement, quoi. Comment ils peuvent pas rattraper. Tu vois Pogacar, par exemple, sur le dernier Tour de France, il arrive à rattraper, à un moment c'est presque un miracle, mais sur une autre chute, il arrive à rattraper. Je sais plus qui, la dernière fois, j'ai vu sur la Vuelta, il y en a un qui arrive à rattraper comme ça aussi son freinage à la dernière minute. Là, j'ai l'impression que soit il y a trop de puissance de freinage sur les vélos de la Visma, c'est-à-dire que dès qu'ils freinent, ça part. Parce que peut-être que la course de frein est pas suffisamment longue. Il y a un problème peut-être avec leurs freins à disque, qu'ils ont des freins à disque peut-être un peu trop puissants. Ou soit c'est les pneus. Parce que ça tombe à une vitesse. Là, Van Aert, il le voit, le mec tomber devant lui. Il appuie, sauf que il va tout droit dans le mur. Il ne peut pas rattraper la situation. On parle quand même de Wout Van Aert qui fait du cyclocross. C'est-à-dire, en plus, on ne parle pas de Pierre Latour. C'est ça qui est assez bizarre depuis le début de saison avec le matériel du côté de la Visma Lease Bike, parce que c'est assez incroyable comment ça se fait que dans cette équipe il y a quand même autant de coureurs qui sont tombés, quoi. Dans cette équipe-là, on n'a pas tous les maladroits du cyclisme. Donc il y a un moment, tu as les chutes sur le Dauphiné, la rechute, on les enchaîne en plus, c'est incroyable, incroyable. Moi, il y a un moment, je pense pas à la malchance. Moi, je pense qu'il y a un moment, il y a un problème en termes de matériel. Soit c'est la course des freins qui est pas bonne, soit il y a un problème Enfin là, quand tu vois comment il tombe Van Aert, on a une petite image de devant, et sinon c'est l'image d'hélicoptère, t'as l'impression qu'il actionne les freins, mais qu'il se passe rien. Enfin, qui peut absolument pas éviter le mur. Alors comment ça se fait, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est triste. C'est triste aussi parce que on parle de Van Aert qui était en train de réaliser peut-être l'un des gros coups du cyclisme du 21e siècle, quoi. Réussir à remporter 2 classements distinctifs sur la même course, qu'il était en super forme, il avait retrouvé des couleurs sur la fin du Tour de France, mais surtout aux Jeux Olympiques, mais ça avait déjà commencé un petit peu sur la fin du Tour de France, mais il avait retrouvé une condition incroyable malgré une chute assez effroyable en début de saison, qu'il était vraiment sur une super dynamique, que sur la Vuelta, enfin l'étape de mardi dernier face à Quentin Paché, où il fait un super job sur cette étape-là. Enfin voilà, il fait quand même une Vuelta qui est intéressante, même si un jour j'ai pas aimé la stratégie de la Visma, il faisait quand même une course super intéressante, et là, c'est terrible. Mais encore une fois, je suis persuadé qu'il y a je suis persuadé qu'il y a un truc, qu'il y a un problème chez Visma au niveau du matériel, quoi. Parce que, putain, le nombre de chutes dans cette équipe. Je sais pas si quelqu'un a fait des statistiques sur le nombre de chutes de la Visma, et ça serait intéressant de faire des statistiques en fin d'année sur le nombre de chutes où un Visma a été impliqué. Je pense qu'on doit être sur 30%, 40% des chutes du World Tour. C'est assez effroyable, hein. Donc c'est dommage pour Van Aert, c'est dommage parce que je sais pas s'il va repartir cette saison. Déjà parce que la chute est importante. Je me suis même dit, je suis pas sûr qu'on ait bien fait de le faire repartir, parce que j'ai l'impression encore une fois qu'au niveau commotion, on n'était pas top. J'ai encore une fois cette impression-là, mais bon. De toute manière, il avait mal au genou. Bon, voilà, ça a tenu 10 bornes, et voilà. Et ensuite, c'est terrible physiquement déjà, parce que il y a peut-être un problème au genou et que ça se remet pas facilement, un problème au genou, mais mentalement. Parce que c'est pas un échec où tu es passé complètement à côté de ton grand tour, je dirais, comme des coureurs qui ont abandonné. Par exemple, Rémi Rochas. Aujourd'hui, Rémi Rochas abandonne, mais bon, Rémi Rochas, il n'a pas un maillot distinctif. Cette Vuelta a été un peu un calvaire pour lui. À partir de 4-5 jours de course, il était en grande difficulté. Donc
là, on parle d'un Van Aert qui détient 2 maillots de leader au moment où il tombe. Et en plus, il vient de faire une étape où il fait un petit trou par rapport à Jevan sur le classement de la montagne. Avant sa chute, il est plutôt à la baraka. Malgré une chute en début d'étape, il a plutôt la baraka sur cette étape-là. Il arrive à contrer la stratégie de la UAE. Et ensuite, tout s'écroule. Tout s'écroule en très peu de temps. Et ça, c'est dur mentalement. C'est dur de rebondir après derrière. Donc, ouais. Ça va être dur pour Van Aert, ça va être dur. Là, les journées à venir vont être extrêmement compliquées. Ça va pas être facile aussi pour les mecs qui récupèrent les maillots. Que ça soit Jevan ou Caden Groves, surtout Caden Groves, parce que en gros, il va avoir un maillot de meilleur sprinter, enfin de classement du sprint, mais il va avoir du mal à accepter que ça soit véritablement lui qui le possède. Vine, bon, sur le maillot de la montagne, c'est peut-être un peu plus facile, parce que tu peux te dire que peut-être que le dernier samedi, Van Aert aurait eu du mal, mais bon, Caden Groves, ce maillot vert, c'était fait, et c'était fait depuis plus d'une semaine. Ça va être dur quand même là. Hein. Aussi pour Caden Groves de récupérer ce maillot presque par procuration. Et pour Visma, il y a un moment, il va falloir quand même trouver une solution. Alors je veux bien qu'on ait des gains marginaux, mais là, soit on surgonfle, soit on a un problème avec un fournisseur au niveau du matériel, c'est-à-dire soit les pneus ne sont pas de bonne qualité, soit il y a un problème au niveau de la manette de frein, soit il y a un problème au niveau des freins. Mais il y a un truc qui ne va pas. Parce que pour que cette équipe ait autant de chutes, ou soit on parle trop dans l'oreillette, c'est aussi un autre aspect. Mais il y a un truc qui ne va pas chez Visma, et il va falloir régler la situation. Parce que là, l'année a été moyenne. Il n'y a pas encore les points UCI de la Vuelta, ça arrivera que la semaine prochaine. Donc je vous ferai un point maintien mardi prochain, c'est déjà acté, noté dans les agendas. Mais la saison de la Visma est vraiment, on est loin de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Les chutes sont quand même en grande partie responsables de cet écart de points. Donc il va falloir, il va falloir se mettre autour d'une table et réfléchir à pourquoi il y a eu autant de chutes dans cette formation. Parce que là, tu peux pas continuer comme ça. Deuxième, Richie Tello. Je m'attendais à mieux aujourd'hui de Richie Tello dans l'échappée. Je me suis dit, ah, tiens, il y a Richie Tello dans l'échappée, en plus accompagné de Frigo. Puis en fait, dès que Frigo accélère, il n'est pas en capacité de tenir. Il a été assez discret, au final, sur cette étape. C'est pas une grande Vuelta de Richie Tello. Alors, il perd du temps très vite. Il était tombé, Richie Tello, en début de course. Mais ouais, là, la forme n'était pas exceptionnelle. Aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il arrive à tenir la cadence par rapport à un Frigo, mais encore une fois, c'est une course qui n'est pas évidente pour les jeunes coureurs. On voit Lipovic aujourd'hui qui perd du temps. C'est un grand tour qui n'est pas simple pour les jeunes concurrents. Et Richie Tello, ça fait partie des concurrents qui sont extrêmement jeunes. Enfin, qui sont jeunes, qui ont moins de 25 ans. C'est vrai qu'il a une course qui est difficile. Mais je m'attendais à ce qu'il tienne la cadence. Et au moins qu'il arrive à suivre avec Zana, quoi. Parce que Zana fait pas une année si exceptionnelle que ça. Et il n'arrive pas du tout à tenir la cadence. Donc assez déçu. Je me disais, ah bah tiens, Israël en met 2, c'est plutôt la bonne opération. Mais ouais, Richie Tello n'a pas du tout tenu la cadence. Voilà, c'est dommage pour le jeune américain, ça veut dire qu'il y a encore du travail pour aller chercher les meilleurs coureurs. Parce que bon, là je pense que si tu n'arrives pas à suivre Marc Solé et Max Poul pour le moment, c'est que tu n'avais pas la capacité, même si tu n'avais pas eu ta chute, d'aller jouer le maillot blanc. Or, Richie Tello, là aussi, on est sur un coureur qui a été performant sur le Tour de l'Avenir l'année dernière, même s'il n'a pas gagné face à Del Toro. On pourrait s'attendre à mieux, mais après, quand tu regardes Del Toro aussi, est lâché quasiment au même moment que Richie Tello. Mais c'est vrai que ça a été une Vuelta compliquée pour les jeunes coureurs, du côté de ce classement général. Et les moins de 25 ans ont souffert sur cette Vuelta 2024. Landa, c'est le seul qui perd du temps aujourd'hui. Il a mis beaucoup d'énergie. Son équipe a mis beaucoup d'énergie, autant que la Movistar, quasiment. Et à la fin, Landa, il perd du temps.
Alors oui, c'est pas un écart monumental hein, qui s'est pris Landa, encore une fois. Mais c'est sûr que ce soir à l'hôtel, ça va être moyen pour lui. Parce que oui, la journée a été moyenne pour le coureur espagnol. Peut-être un peu de fatigue aussi hein, pour Landa. Il était sur le Tour de France. Il a fait un gros Tour de France en étant équipé de Remco Evenepoel, mais en jouant le général surtout, hein, parce qu'il fait 5e, je crois, ou 4e. Le général Landa du dernier Tour de France. Et après, derrière, ça a des conséquences physiques quand même, un Tour de France. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que cette fin de Vuelta va pas être facile. Qu'il manque un peu de fraîcheur. Je trouve pas ses attaques tranchantes à Landa. C'est-à-dire que là, il a accéléré aujourd'hui, il avait accéléré il y a quelques jours. Chaque fois qu'il accélère, je trouve que c'est pas hyper tranchant. Ce qui voudrait peut-être démontrer que qu'il est un peu fatigué. Parce que Carapaz, j'avais eu cette impression-là une année sur un Giro avec Carapaz. Et au final, Carapaz avait vraiment souffert dans les derniers jours de course. Parce qu'il était pas bien frais. J'ai l'impression que Landa, au niveau des jambes, c'est pas exceptionnel. Et quand on sait la journée qu'on va avoir samedi prochain, ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile pour le coureur espagnol. Il risque de souffrir. Puis je termine avec la Bora. J'ai trouvé la Bora encore bien. Ils ont laissé quand même très vite Roglic seul, je trouve. Alors j'ai toujours l'ancien maillot de la Bora parce que sur le site de l'UCI, ils n'ont pas mis les mini-maillots. J'utilise le site de l'UCI pour les mini-maillots, dans la plupart du temps, sauf les équipes continentales. Et ils n'ont toujours pas le maillot de la Red Bull. Il n'y a plus de maillot quand vous cliquez sur l'onglet Bora. Voilà, donc je suis obligé d'utiliser l'ancien maillot de cette formation. Mais oui, du côté de l'équipe, Lipovic perd du temps aujourd'hui, perd le maillot blanc, mais surtout il n'a jamais eu un rôle important autour de Roglic. Ça a été compliqué également pour Vlasov, qui était en grosse difficulté. Daniel Felipe Martinez, au final, il est assez discret sur cette Vuelta. C'est pas simple voilà, pour l'équipe autour de la Bora. Et puis c'est vrai que Roglic aujourd'hui m'a pas vraiment rassuré. Il arrive quand même, enfin il a géré son effort, mais c'est quand même plutôt un coureur qui répond tout de suite du tac au tac. Là aujourd'hui, le voir laisser 20, 25, 30 mètres d'écart quand Enric Mas accélère, alors que Enric Mas c'est pas le coureur qui a le plus gros punch, je trouve ça assez surprenant. Surtout que Carapaz suivait dans la roue plutôt facilement. Je me dis que normalement un Roglic des grands jours aurait été en capacité de suivre. Alors est-ce que c'était un Roglic qui était dans une mauvaise journée comme dimanche, ou est-ce que c'est un Roglic qui est dans une situation où il est fatigué, où il va finir difficilement cette Vuelta et où ses adversaires ne vont pas hésiter à l'attaquer. Or pour le moment il perd pas de temps, donc pour le moment la marche qu'il avait eue en deuxième semaine il l'a toujours, Primož Roglic. Et encore une fois il y a ces 24 km de chrono qui lui sont favorables bien entendu, surtout par rapport à Enric Mas ou à Landa ou à Carapaz ou même à David Gaudu. Malgré tout ces derniers jours ça fait 2 fois que je ne le trouve pas exceptionnel, donc il faudra faire attention. Alors aujourd'hui il perd pas de temps, donc si c'était son seul coup de moins bien de cette 3e semaine, ça sera bien. Mais bon, l'enchaînement d'école samedi, avec une étape qui la veille aura déjà été compliquée, on va voir comment ça va se passer pour Roglic. Mais je ne suis pas rassuré pour le moment par le coureur slovène, et je trouve que son équipe en plus est loin d'être exceptionnelle sur cette étape-là aujourd'hui en particulier, où Vlasov a peut-être souffert des efforts qu'il avait fait dimanche, mais où tu vois aussi que Daniel Felipe Martinez n'est pas en capacité de le remplacer, et où tu vois que Lipovic, ça reste un coureur qui est très jeune, qui a peu d'expérience sur les grands tours, et qui est dans une 3e semaine, ce qui lui est, je crois, jamais arrivé, parce que je crois que son seul grand tour, c'était jusqu'à maintenant le Giro, qu'il avait abandonné après 6 ou 7 étapes. Et il a déjà fait le Giro en plus, Lipovic, donc il n'arrive pas forcément extrêmement frais. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pas très rassuré. Voilà, aujourd'hui par la Bora et par Roglic. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Les résultats de cette étape numéro 16. On regarde tout de suite les différents classements.
Le classement de l'étape, c'est Marc Soler qui l'emporte devant Philippe Ozana, Max Poul, Jevain, Yon Izagirre de la Cofidis qui prend la 5e place devant Del Toro, Frigo et Richitello. Premier coureur du peloton des leaders, c'est Enric Mas devant Carapaz et Primoz Roglic avec Skelmose, Godu et Teusveld ensuite. Bon, bah, parmi les abandons, on va parvenir Scottson, Paco, Van Aert, bien entendu. Rémi Rochas, on n'en a pas parlé, mais le coureur de la Groupama qui est en difficulté ces derniers jours, souvent dans les derniers en montagne, qui a abandonné. Et puis Ben O'Connor qui perd du temps, comme Lipovic qui n'est plus maillot blanc de cette Vuelta. Du côté du général, O'Connor passe en tête. Devant Roglic, Mas, Carapaz, est-ce que ça va s'afficher Landa à 2,18, hein, donc les écarts ont assez peu changé, à part Roglic, à part Ben O'Connor qui a perdu du temps sur tout le monde, sur notamment Roglic, Mas et Carapaz. Derrière, les écarts restent sensiblement les mêmes, hein, une 20 entre Primoz Roglic et Enric Mas et une 41. On a ensuite Landa qui a perdu du temps et puis Godu qui est désormais 6ème devant Rodriguez, Skelmose, Lipovic qui perd donc de place et Sivakov. Et vous voyez Dunbar est toujours 15ème et Mentis remonte à la 20ème place parce que Para est toujours 19ème. Qui a perdu du temps, c'est Bennett et Félix Gall qui a continué à perdre du temps aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup vu Para peintre. Gall était un petit peu en difficulté. Du côté du classement du maillot vert, c'est désormais donc Calen Groves qui est en tête avec l'abandon de Wout van Aert. Il a quasiment 195, 85. Il a 187. Il a 80. Il est arrivé. C'est compliqué en ce moment. Il a plus de 80 points d'avance sur Terrada pour le moment. L'écart entre les deux est assez restreint. On est même sur du 82 plus 5, 87 points. Là, on va y arriver. Faire un calcul mental, c'est compliqué. Le chat a décidé d'aller dans la litière au même moment. Castrillo est 3ème devant Marc Solé et donc Pavel Bittner qui se retrouve 5ème. Et puis du côté du classement du maillot de la montagne, c'est donc désormais Jevain qui est en tête. Parce que Van Aert était aussi devant, il y a eu une bagarre aujourd'hui entre les deux. Marc Solé, Castrillo, Zana et Frigo complètent le top 5 et vous voyez surtout que le match est assez serré. Castrillo n'est pas encore totalement distancé, il est à une vingtaine de points, 19 points précisément. Du côté du maillot blanc, c'est désormais Carlos Rodriguez qui est en tête avec seulement 7 secondes d'avance sur Skelmose. Lipovic est à 34, il avait un petit peu d'avance, ce qui est à Lipovic, il en perd. Et puis donc Richitello et Poul qui complètent le top 5. Et du côté du classement par équipe, pas de changement dans le top 5, à part Soudal Quickstep qui arrive. Mais on a UAE qui domine, malgré le fait qu'ils ne sont quasiment pas présents du côté du classement général, devant Red Bull, Decathlon et Team Visma. C'est vrai qu'au général, Yates est 11, Sivakov est 10 et le troisième UAE, il est bien plus loin en général. C'est Marc Solé qui est 37ème. Mais heureusement, il y a toujours Solé, Del Toro pour prendre les échappées ou même Jevain, ce qui les aide énormément. C'est vrai que ça sera un lot de consommation du côté de la UAE, cette victoire dans ce classement. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 17, déjà arrivé du côté de Santander. 2 étapes un petit peu moins dures là sur les 2 prochains jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore du spectacle, surtout avec un sprinter en moins. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Je vous précise, j'ai enregistré avant l'abandon de Van Aert. Donc j'ai dit Van Aert, mais j'ai fait un changement. Il n'y a plus Van Aert dans les favoris, voilà. Mais c'est marqué en écrit, voilà, et pas à l'oral. Tenez pas en compte quand je vais parler de Van Aert demain dans la vidéo de présentation. Mais voilà, ça s'est passé. J'ai monté la vidéo après l'arrivée. Je l'avais enregistrée dans l'après-midi. Donc voilà, c'est toujours le petit problème dans ce genre de situation. Mais vous verrez ça demain 7h. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.